et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tout domaine de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce mardi 8 décembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Aucun espoir de promouvoir le respect des droits humains au Burundi sous le nouveau régime. Évariste Ndayishimiye regrette l'ONG IDHB qui œuvre dans le domaine des droits de l'homme. Des éléments de la police et de l'armée au chef-lieu de la province Gitega accusés d'abus et exactions envers les motards qui exercent dans le domaine de transport. Enfin, remise de diplôme ce mardi aux élèves finalistes du camp d'Nduta en République unie de Tanzanie. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. MST Nyungekwa sur la mise en onde et ingénieur J.D. Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Le nouveau chef de l'État burundais n'inspire pas confiance quant à la promotion effective des droits de l'homme dans le pays, déplore l'initiative pour les droits de l'homme au Burundi, IDHB, dans un rapport sorti ce mardi. Cette ONG indique que aucune avancée n'a été enregistrée dans la lutte contre la violation des droits de l'homme au Burundi. Et chemin faisant, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne devrait pas faire fi de la situation plutôt déplorable du Burundi. Réaction de Karina Tertsakian, chercheuse au sein de l'initiative pour les droits de l'homme au Burundi, par rapport à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de retirer le Burundi de son agenda. La chercheuse ajoute que les défenseurs des droits de l'homme doivent continuer à mettre en exergue les abus et exactions qui continuent à être commis par le gouvernement du Burundi. Suivez Karina Tertsakian. Cette décision du Conseil de sécurité est regrettable et donne un signal négatif concernant le manque d'importance attaché par la communauté internationale au Burundi. Mais en même temps, peut-être qu'il ne fallait pas placer trop d'espoir du côté du Conseil de sécurité qui, d'ailleurs, dans sa déclaration présidentielle il y a quelques jours, a vraiment minimisé les violations des droits humains au Burundi. Ils ont parlé d'une nouvelle phase, ils ont parlé de progrès, mais la réalité quotidienne au Burundi, quand on regarde de près, il y a eu très peu de progrès dans le domaine des droits humains. Donc je pense que nous, organisation des droits de l'homme, nous avons une responsabilité de continuer d'enquêter, de documenter de manière objective la situation des droits humains, de publier ces informations et d'attirer l'attention des acteurs internationaux pour qu'ils ne puissent pas faire semblant que la situation est plus ou moins normale. Les arrestations arbitraires tous les jours, les cas de torture, des mauvais traitements, même des cas d'exécution extrajudiciaire que nous avons documentés récemment, tout cela ne correspond pas du tout à cette description officielle d'une situation calme et plus ou moins positive. Karina Tertsakian indique également que les organes des Nations Unies et les bailleurs de fonds bilatéraux du Burundi ne devraient pas directement financer ni soutenir des projets supervisés par des personnalités ayant un passé bien documenté de violation des droits de l'homme. Encore une fois, la chercheuse Karina Tertsakian. Il y a certains personnages qui ont été nommés à des postes de haute responsabilité dans le nouveau gouvernement. Je pense particulièrement au Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni et au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Dirakobutia. Ces deux, parmi d'autres, ont un passé très sombre en matière des droits humains et ont été responsables de graves violations, particulièrement depuis la crise de 2015. Donc, à notre avis, les agences internationales et les bailleurs ne devraient pas fournir une assistance directe à des projets supervisés, par exemple, par le ministre Dirakobutia, mais trouver plutôt d'autres moyens de financer des projets. Il ne faut pas oublier que ce ministre, Gervais Dirakobutia, est actuellement sous sanction depuis 2015, sous sanction des États-Unis et de l'Union européenne
pour le rôle qu'il a joué pendant la répression des manifestations en 2015. Et dans notre nouveau rapport, nous donnons aussi des exemples concrets de cas d'exécution extrajudiciaire, de torture et d'autres exactions dans lesquelles il a participé personnellement. Concernant le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni, lui aussi, donc pendant les 2 périodes où il fut ministre de la Sécurité publique, donc responsable de la police, des policiers, par exemple le commissaire de police Désiré Ouamahoro, également l'agent du service de renseignement communément appelé Kazungu. Il y en a aussi plusieurs autres. Nous citons ces 2-là en particulier parce qu'ils ont été impliqués dans de nombreux cas de meurtres et d'actes de torture depuis plusieurs années, j'allais dire depuis 2015, mais même bien avant. Et malgré cela, ils n'ont jamais été contraints à rendre compte de ces crimes. Au contraire, ils continuent avec la collaboration et le soutien de hautes autorités, dont le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont commis de très graves exactions envers des opposants au gouvernement, particulièrement des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et d'autres crimes pendant qu'il était ministre responsable de la police. Et aucune des hautes autorités responsables au niveau de la police ou du gouvernement n'ont été poursuivies en justice. La chercheuse Karina Tertsakian s'est entretenue avec Trésor Nyongabo. Page gouvernance à présent, les titulaires des différents centres de santé du district sanitaire de Rutana demandent au médecin provincial d'enquêter sur un montant de plus de 400 000 francs burundais que chaque centre de santé a été obligé de débloquer le mois dernier. Et pour cause, leur chef de district leur a fait savoir que cet argent sera affecté à l'ambulance de la place, ce qu'ils trouvent louche, d'autant plus que le budget alloué à cette fin est préalablement disponible. Onésime Dushimagidze. Ce montant que chaque centre de santé du district sanitaire de Rutana a été obligé de verser sur les comptes de ce district au mois de novembre dernier s'élève à 448 000 francs burundais. Les titulaires de différents centres de santé de ce district indique ne pas comprendre pourquoi cet argent serait orienté dans le service du Charwa, d'autant plus que le budget alloué à cette fin est préalablement disponible. Normalement, on devrait payer comme d'habitude 5% du budget alloué au centre de santé. Mais durant ce mois, en violation des dispositions légales, ils nous ont ordonné de payer une somme de 448 000 pour l'ambulance. Nous ne savons pas si c'est pour acheter une nouvelle ambulance ou si c'est pour l'achat du carburant ou encore pour l'entretien de cette ambulance. Tous les centres de santé ont exécuté cet ordre sans savoir exactement pourquoi nous avons dû payer tout cet argent, sans connaître également les dispositions légales sur lesquelles ils se sont basés pour fixer son montant. Pour les titulaires de différents centres de santé du district sanitaire de Rutana, il serait caché derrière le déblocage de ce montant un phénomène de détournement d'argent, d'autant plus qu'ils n'ont pas été informés sur la façon dont cet argent sera utilisé. C'est tout simplement du vol car normalement, il devrait y avoir des dispositions qui déterminent le paiement de cette somme d'argent. Même si nous détenons les bordereaux de versement, comment allons-nous justifier ce paiement en cas d'audit et aux agents chargés de la supervision quand ils viendront nous contrôler? Ils verront que nous avons versé cet argent sur le compte, mais nous ne parviendrons jamais à justifier l'objet de ce versement. Pour ces titulaires des centres de santé du district sanitaire de Rutana, la gestion opaque des fonds de ce district serait à l'origine du manque criant des équipements et des médicaments. Il demande au médecin provincial d'enquêter sur la destination de ces fonds qui ont été débloqués dans l'opacité. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Gilbert Chiza, directeur du district sanitaire de Rutana, mais sans succès. Merci Onésime Dushimagidze. Les enseignants et élèves de la direction provinciale de l'enseignement de la province Bururi s'insurgent contre la mesure prise par le responsable de l'éducation dans cette province qui fixe le début des cours à 6h45. Au moment où cette autorité justifie cette mesure par le souci de relever le taux de réussite, certains enseignants indiquent qu'elle risque plutôt d'empirer la situation. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
La mesure qui oblige tous les élèves de différents établissements de la direction provinciale de l'enseignement à Bururi d'être à l'école à partir de 6h45 a été prise depuis le début de l'année scolaire dont le premier trimestre touche à sa fin. Les informations recueillies auprès de certains agents de la direction provinciale de l'enseignement à Bururi font savoir que cette décision aurait été prise dans le but de relever le taux de réussite des élèves dans la mesure où cette province, depuis quelques années, se classe parmi les dernières, que ce soit dans la réussite scolaire, mais aussi pour les tests nationaux. Pourtant, cette mesure pose polémique au sein des parents, les enseignants ainsi que les élèves. Un des parents, en même temps enseignant de l'une des écoles de la province Bururi, indique plutôt que cette mesure présente des inconvénients. Ces grognes sont basées sur le fait que tous les élèves du primaire et du secondaire, y compris ceux qui habitent loin de l'école, sont obligés d'être à l'école à partir de 6h45. Comment se fait-il qu'un enfant de la première année primaire puisse se présenter à l'école à 6h45? Quel genre d'études va-t-il faire? Les responsables de l'éducation en province Bururi ont pris ces mesures, croyant que le taux de réussite sera relevé, mais nous voyons que ces mesures pourraient aggraver la situation. Les parents demandent la révision de cette mesure qui non seulement fatigue davantage les élèves qui effectuent de longues distances, mais aussi les expose aux éventuelles maladies. Nous voyons que ce sont des mesures contraignantes qui fatiguent les enfants et qui par conséquent devraient être revues car elles ont été prises hâtivement. De plus, il ne sera pas facile de les appliquer. Il y aura beaucoup de retard car certains élèves habitent les collines lointaines. Ces mesures posent polémique au sein de la DPE Bururi et les élèves les considèrent comme un fardeau. Antoine Sabiyumva, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, indique que c'est une mesure prise après avoir consulté les parents. De plus, ajoute cette autorité, il vise à inciter les élèves d'être ponctuels. L'étude matinale est obligatoire et on a même sensibilisé les parents à travers des réunions. Est-ce que les élèves de la mairie de Bujumbura ne font pas l'étude matinale? Celui qui combat l'étude matinale ne comprend pas son utilité et c'est une façon aussi d'apprendre aux enfants de se lever tôt. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Un groupe de motards improvisés se rend hors la loi au chef-lieu de la province Gitega, composé de certains Imbonerakure et des éléments de corps de défense et de sécurité. Ces motards violent sciemment la mesure de l'administration qui interdit toute circulation de motos de transport au-delà de 20 heures. De surcroît, ces motards exigent une somme exorbitante d'argent à quiconque les déplace. N'est-ce pas, Balthazar Mivour? Bien avant l'année 2015, les autorités de la province Gitega, en collaboration avec les responsables de la police, avaient interdit aux motards de travailler au-delà de 20 heures. Une décision qui n'a pas été respectée par tous les motards. Certains motards chefs des Imbonerakure ont violé la mesure pour continuer à travailler au-delà de ces terres, témoigne cet habitat de la ville de Gitega. Les Imbonerakure possèdent des motos et ils les utilisent. Mais ils travaillent pendant toute la nuit sans être inquiétés. Le problème est qu'ils majorent le prix de transport. Certains policiers travaillent également pendant la nuit sans être inquiétés. Très souvent, ce sont les policiers qui déplacent les gens pendant la nuit. Les motos qu'ils utilisent sont parfois celles raflées pendant la journée. Nos sources affirment que ces militaires et policiers, et surtout les officiers qui possèdent des motos, travaillent tard dans la nuit. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Venant Manirambona, gouverneur de la province Gitega, ainsi que le commissaire de police dans cette province, mais sans succès. C'était un reportage signé Balthazar Mibouro. Dans le même prolongement, les motards prestants dans la ville de Gitega déplorent le comportement des policiers qui, après avoir procédé à la saisie des motos, enlèvent certaines pièces pour les revendre. De même que
le fait de vider les réservoirs de ces motos. Les propriétaires de ces motos condamnent ce vol éhonté et demandent que leurs auteurs soient punis conformément à la loi. Innocent Valentin Singilanghabo nous en dit plus. La mesure interdisant aux motards de travailler jusqu'à 20h en province de Gitega a été prise dans une réunion organisée par les administratifs provinciaux. Lorsque les motards violent cette mesure ou lorsqu'ils ne remplissent pas les documents leur permettant de conduire, ils sont arrêtés par la police et leurs motos sont acheminées au bureau provincial de police de Gitega. Les conducteurs de taxi-moto affirment que lorsqu'ils payent l'amende demandée par la police, ils trouvent leur moto dans un mauvais état, incapables de rouler car certaines pièces ont été démontées et d'autres motos ont été également vidées de carburant. Les conducteurs de taxi-moto accusent les policiers de garde d'être responsables de ces vols. Un parmi ces motards témoigne que ces cas de vol de pièces sur les motos saisies par la police datent de très longtemps. Oui, c'est un phénomène qu'on observe depuis longtemps. Si les motos saisies, les policiers viennent démonter une pièce qu'ils remplacent avec une autre qui ne fonctionne pas. Les propriétaires de ces taxis-motos demandent que les policiers qui affichent ce mauvais comportement soient punis conformément à la loi. À ce propos, nous avons essayé de joindre par téléphone Évariste Abogorimana, commissaire provincial de police à Gitega, tout comme Venant Manirambona, gouverneur de cette province, mais sans succès. Merci à Innocent Valentin Singilanghabo. Les activités d'entretien et de commercialisation du café vont bon train jusqu'à l'heure actuelle. Affirmation du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage dans un point de presse sur le bilan des réalisations en cours concernant la saison 2020-2021. Le ministre Deogui Derurema a aussi fait savoir que le sort des anciens employés des sociétés Sogestal et Sodeco reste en cours de traitement au sein du ministère. Suivez. Au 3 décembre 2020, une quantité de 8 906 tonnes 550 kilos et de café vert était déjà exporté pour une valeur de 22 264 796 dollars américains, soit environ 42 745 3 970 francs burundais, soit un taux de commercialisation de 63% par rapport aux prévisions globales de café vert attendues d'environ 14 000 tonnes. En ce qui concerne la redynamisation de l'encadrement des techniciens des bureaux provinciaux, l'environnement de l'agriculture et de l'élevage sont impliqués dans cette activité jusqu'au niveau des collines. Son personnel est déjà à l'œuvre sous la coordination de l'ODECA et de la DGMABA et les résultats sont très satisfaisants. Dans l'espoir de garder une filière stable, nous suivons de près la question relative à la gestion des anciens employés de Sogestal, Sodeco, afin d'apporter une solution durable. C'était Deogui Derurema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La police d'Ongozi procède depuis la nuit de ce lundi à l'arrestation des enfants de la rue. De plus en plus nombreux dans la ville de Gitega, les habitants de la place se disent très inquiets car ces enfants sont reprochés de commettre plusieurs délits. Le point avec Rachel Kagissi. C'est une cinquantaine d'enfants de la rue qui ont été arrêtés depuis la soirée de ce lundi en Ngozi. Pour le moment, ils sont gardés au cachot de la police judiciaire de cette commune. Ces enfants ont été arrêtés à différents endroits dans la ville. Selon une source policière, leur nombre ne cessait de s'accroître. Et plus l'effectif devenait grand, plus les méfaits de ces enfants devenaient grands selon notre source. Les habitants de cette ville les accusent, par exemple, d'être derrière des cas de vol. L'identification préliminaire des enfants arrêtés montre que la majorité sont originaires de différentes communes de la province Ngozi. Parmi eux, il y a un petit effectif qui provient des provinces Kirundo et Muyinga. Notre source au sein de la police Ngozi révèle qu'après l'arrestation de tous les enfants, on pourra procéder à l'identification définitive. Après cette opération, indique notre source, chaque enfant
sera conduit dans sa province d'origine. À ce moment, précise notre source, les administrateurs communaux qui devront s'occuper de la suite. Ce n'est pas la première fois que l'administration de la province Ngozi arrête une telle mesure à l'endroit de ses enfants. Une mesure qui a même été prise au niveau national. Et pourtant, les phénomènes se reproduisent quelques temps après. Les défenseurs des droits des enfants indiquent qu'il manque de mesures d'accompagnement. Le retentissement des violences sur les femmes qui les subissent est lourd sur le plan de leur santé physique et mentale. Ces violences sont la cause de blessures graves, de maladies induites, de troubles psychotraumatiques, de dépression, de suicide. Elles isolent les victimes et fragilisent l'ensemble des aspects de leur vie sociale et professionnelle. Toutes les violences faites aux femmes sont punies par la loi. C'est un message de la RPA en partenariat avec le MFFPS, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, pour sensibiliser et lutter contre l'impunité et les violences faites aux femmes. Les Burundais réfugiés au camp de Rusenda, situé en République démocratique du Congo, vont enfin pouvoir souffler pour cause. Ils ont reçu samedi dernier l'argent de 2 mois de ration alimentaire de la part du HCR et du PAM. Ces Burundais se réjouissent de cet acte, d'autant plus qu'ils ont eu la promesse de percevoir le reste des arriérés, c'est-à-dire la ration de 3 mois, et ce en 2 semaines. Remise de diplôme ce samedi aux élèves finalistes du camp d'Onduta, situé en Tanzanie. Les éducateurs du camp disent être satisfaits du taux de réussite de ces élèves qui est des plus élevés. Les détails avec Vicky Chris Ninheret. Les élèves du camp des réfugiés d'Onduta qui ont décroché leur diplôme sont des sections pédagogiques, scientifiques et celles des langues. Les éducateurs disent être satisfaits du taux de réussite enregistré. Il faut savoir que ces élèves ont réussi à plus de 90%. Cette programmation était constituée d'un effectif de 146 élèves, dont 107 de sexe masculin et 39 de sexe féminin. Donc, ils ont réussi à la fin de l'année, soit 97,9% de réussite. Le représentant des lauréats, dans son discours de circonstance, a remercié les parents ainsi que les éducateurs. Il a demandé au HCR et aux organisations qui aident dans le domaine de l'éducation d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ce camp, surtout dans la section pédagogique. Pour cette occasion, nous supplions beaucoup les représentants de l'éducation au département UNHCR, à IRC, ainsi que ici dans le camp des réfugiés d'Onduta, que vous puissiez vraiment amener le système de formation pédagogique afin que nous puissions avoir beaucoup d'enseignants. Néanmoins, ces lauréats déplorent la façon dont ces remises de diplômes étaient organisées. Ils indiquent qu'ils ont été informés la veille de cet événement. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Vicky Chris Ninheretse que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mardi 8 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Niungeko et à ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.